Tous. Donc deux informations préalables. La première, c'est que la conférence de mercredi prochain, c'est-à-dire le 8 février, est reportée au 15 février. Même heure, etc. etc. Donc, pour cause d'indisponibilité de vos serviteurs. Deuxième information, je ne sais pas si les personnes qui ont évoqué ce sujet sont là ce soir, mais il faut qu'on vous dise deux petites choses sur la Corse et sur la Constitution corse. Qui a évoqué ça? C'est pas tout. Je m'appelle plus. Donc, Mireille, peut-être. Hein? Mireille? Non. Mireille, je pense pas. Non. Non, j'ai oublié. Bon. C'est moi qui. C'est moi qui. C'est toi. Oui, c'est moi. Ouais, la Corse, mais il déconne l'Alsacien. Alors l'Alsacien, qu'est-ce qu'il fait? Il est jaloux. Alors, en fait, la Corse, effectivement, en 1755, il y a eu une constitution corse. Hein, qui était déjà séparée de Gênes. Hein, et cette constitution, c'était en fait fondée sur la séparation du pouvoir exécutif, judiciaire et législatif. Et c'était le fameux... il y en a qui aiment beaucoup Napoléon chez les Corses, mais aussi les Corses Pasca Paoli, qui est bien apprécié par les Corses aujourd'hui. Ben, c'est lui. Et alors, cela dit, ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré jusqu'en 59, hein, de 1755 à 1759. Et là, c'était fini parce que Gênes n'avait plus de sous et a vendu la Corse à Louis XV. Et c'est comme ça que... Alors, là, j'ai fait attention, hein, je vais bien vérifier. Hein. Et l'autre chose, c'est qu'évidemment, ils ont beaucoup souffert parce qu'il y a eu déjà une attaque française avant. Et il y a eu des dizaines de morts. Et quand Louis XV a racheté la Corse, tout ça a disparu et ils ont assassiné une bonne part de Corses qui étaient républicains et démocrates. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc, notre sujet s'inscrit dans la suite de la conférence j'ai oublié la date, puisque finalement les deux conférences se retrouvent éloignées de bien 3 semaines, si c'est pas plus, pour des raisons... ça c'est la faute à la CGT, en fait, carrément. Hein. Comment ça, c'est la faute à la CGT? C'est la faute à la CGT, qui s'amuse à faire des grèves puissantes, tout et tout. C'est n'importe quoi. Et donc nous nous sommes effacés humblement devant les grévistes et les manifestants. La fois précédente, nous avons étudié 3 thèmes relatifs à l'hégémonie culturelle et morale de la bourgeoisie avant la Révolution française, année 1770-1790. Donc c'était le thème du progrès pour commencer, pour le premier. Le deuxième, c'était celui, en gros, de la démocratie. Et le troisième, celui de l'économie politique. En gros également, puisque ce n'est pas tout à fait comme ça que nous les avons présentés. Aujourd'hui, nous allons étudier 3 autres thèmes, celui de la guerre et de la paix. Toujours pareil, avec un grand esprit de synthèse, bien entendu. On pourrait en faire beaucoup de livres de ça. Donc la guerre et la paix. Et le deuxième thème que nous allons aborder, c'est celui de la philosophie morale, des philosophies morales en présence et en conflit. Et troisièmement, nous ferons un bilan, nous esquisserons un bilan de l'opposition entre les thèses de Spinoza, qui est le grand inspirateur des Lumières radicales, avec Pierre Bell, et donc l'opposition entre Spinoza et Voltaire, qui nous est présenté, qui nous a été historiquement présenté comme le patron des Lumières, le chef des Lumières, mais qui n'est à vrai dire que le patron et le chef des Lumières modérées.
pas des Lumières en général. Alors, sur la question de la guerre et de la paix, pour commencer, donc nous retrouvons le clivage, l'opposition que nous avons déjà rencontré sur les 3 premiers thèmes que j'ai rappelés. On retrouve ce clivage, même si il faut bien sûr y mettre de la bonne volonté, parce que personne quand même n'ose promouvoir, vanter les mérites de la guerre. Bien entendu, que ce soit les modérés, les radicaux, personne ne vante les mérites de la guerre. En ce qui concerne les radicaux, leur position par rapport à ce sujet, elle part du fait que, ça nous l'avons vu la fois précédente, ils placent au plus haut le bonheur de tous. C'est leur credo principal. Le bonheur de tous, la question du bonheur de tous, les préoccupe au premier chef. Et c'est à partir de cette prise de position principielle qu'ils disent ensuite que la guerre est une mauvaise chose et qu'ils la rejettent de manière déterminée. Ils la rejettent aussi pour une autre raison, c'est qu'elle enraye ou elle entrave les progrès de la raison et le progrès tout court, purement et simplement. Donc pour les radicaux, la guerre est un fléau à tout point de vue. Les seules guerres qui trouvent grâce à leurs yeux, ce sont les guerres de libération. Diderot, par exemple, aborde cette question dans ses ouvrages. Guerre de libération. Contre les monarques, les aristocrates, les marchands et les prêtres qui exploitent les peuples sans relâche. Et ces guerres, d'ailleurs, Diderot les pressant à l'horizon. Voilà pour les radicaux. En ce qui concerne les Lumières modérées, il n'en va pas de même. Dans l'esprit de Voltaire, de Frédéric II et des penseurs modérés, la guerre, les armées de métier et la culture du militarisme de cour faisaient tout simplement partie intégrante d'un monde gouverné par les princes et l'aristocratie. À leurs yeux, la paix perpétuelle était un rêve utopique. Utopique. De sorte que sur la guerre, Voltaire, qui par ailleurs n'était pas le dernier à pourfendre les uns et les autres et à les viser de son ironie et de ses remarques cinglantes, sur la guerre, le citoyen Voltaire n'allait jamais jusqu'à des propositions pratiques et concrètes. Il ne faisait pas de propositions particulières pour éradiquer ce fléau, et il se contentait de considérations sur la tolérance et contre le fanatisme. C'est pourquoi Paine, un révolutionnaire, disait de lui qu'il était tout à la fois le flatteur et le persifleur du despotisme. Voilà. Alors, dans ce flux de réflexion, il faut quelques mots sur Rousseau et Kant. Rousseau, en ce qui le concerne, il rejette la paix perpétuelle comme un rêve impossible. Kant, par contre, lui, il y croit. Il a d'ailleurs proposé un traité de paix perpétuelle. Et il pense qu'une constitution républicaine est propice à des avancées vers cet objectif. Simplement, en ce qui concerne Kant, en même temps qu'il dit cela, il confine les institutions républicaines au pouvoir législatif. Il les confine au pouvoir législatif. Et il refuse de dessaisir les monarques des responsabilités ou des prérogatives exécutives. Donc l'exécutif reste une prérogative, je crois qu'il faut même dire l'apanage des princes. Le législatif,
s'il faut concéder du législatif, eh bien, voilà, il y a du législatif, mais les princes se réservent l'exclusivité des prérogatives exécutives. Et c'est ce qui a fait dire, enfin, ça fait penser à cette phrase de Charles Péguy qui est célèbre. Le kantisme a les mains pures, mais il n'a pas de main. Voilà. Est-ce que c'est une phrase réellement prononcée? C'est ce que l'histoire ne dit pas, mais en tout cas c'est une phrase qui est souvent invoquée par les commentateurs de Kant. Israël résume les choses ainsi. Les Lumières modérées et le rousseauisme ne disposaient d'aucune stratégie politique susceptible d'engendrer le type de changement structurel capable de transformer suffisamment l'ordre existant pour diminuer la probabilité de la guerre. Et il ajoute... Nous voyons ici une fois de plus le gouffre béant qui sépare les Lumières radicales du courant modéré. Voilà. Donc, tous les radicaux, je vais rassembler les arguments et les articuler, les mettre en système. Tous les radicaux, ils vont de leurs arguments contre la guerre. C'est une erreur, une irrationalité, une dévastation. Elle se nourrit du respect superstitieux pour les rois, l'aristocratie et l'autorité ecclésiastique, lequel respect superstitieux se nourrit lui-même des parts sur leur rapine que les rois concèdent à leurs amis. Ça peut être des comtés, des marquisats, des trucs de ce genre. Lesquels amis ne restent les amis des rois qu'à condition que ceux-ci, les rois, continuent de leur verser sans cesse des parts croissantes du gâteau. C'est-à-dire, pour autant que le dit gâteau continue d'augmenter. C'est-à-dire encore que les guerres continuent. Enfin, la guerre, elle procède de la vénération de la guerre, de la vénération de la bravoure des héros que les puissants ont réussi à entretenir chez les peuples. En fin de compte, dit Israël... Pour les radicaux, l'acceptation de la guerre par les peuples renvoie aux mœurs sauvages qui subsistaient chez toutes les nations avant qu'elles fussent civilisées. Pour autant, les radicaux ne sont pas inconditionnellement pacifistes. Il faut évidemment insister là-dessus. J'ai déjà un tout petit peu évoqué il y a un instant. Les guerres qu'ils rejettent, ce sont seulement celles qui visent à conquérir du butin, du prestige, des territoires. Par contre, celles qui visent à chasser les tyrans ou à repousser des agressions injustifiées leur paraissent légitimes. Ils dénoncent, par exemple, les rois avides de conquête et de gloire qui font étalage de leur grandeur militaire et de leurs armées. Mais les conquêtes, dit D'Holbach, font des tyrans. Jamais elles n'ont fait des peuples fortunés. Et cette détestation de la guerre, les radicaux, et c'est là une de leurs marques de fabrique, ils la relient, cette détestation, explicitement à la question du régime politique. Détestation de la guerre et régime politique. Parlons-en. En quelque sorte, si vous voulez, ils font du Jaurès avant l'heure. Jaurès qui disait le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Donc là, on pourrait leur faire dire, en quelque sorte, que la monarchie porte en elle la guerre comme la nuée porte l'orage. Israël relève ce propos de Spinoza dans le traité théologico selon lequel les républiques sont en elles-mêmes plus enclines à la coexistence pacifique que les monarchies.
Bref, pour les radicaux toujours, si on ne veut plus la guerre, eh bien, il faut s'en prendre à la monarchie et à tous les régimes tyranniques en général. En lieu et place, il faut installer des républiques, mais les radicaux précisent une chose essentielle, ce qu'ils veulent, c'est une république représentative, reposant sur la représentation, donc, et non une république aristocratique, genre Venise, Gênes, ou une république oligarchique, genre les Provinces-Unies, en Hollande. Et ne leur parlez pas de l'antique République romaine, bien entendu. En fin de compte, dit Israël, parti de l'idée d'égalité entre les hommes dans une société juste, d'Holbach et Diderot, ont été conduits à poser comme un principe que les mêmes lois morales et les mêmes règles de justice qui s'appliquent entre les individus au sein d'une société s'appliquent aussi entre les nations et les sociétés, de sorte que l'humanité, prise comme un tout, forme la société universelle. Voilà, donc, pour résumer, s'en prendre à la guerre, c'est s'en prendre à la monarchie, s'en prendre à la monarchie, c'est s'en prendre à la guerre. Mais les radicaux ne s'en tiennent pas là, ils disent aussi quelque chose qu'ils considèrent comme essentiel, et que nous avons d'ailleurs effleuré il y a quelques instants. S'occuper des institutions, c'est bien, mais il faut aussi s'attaquer aux superstitions, au goût de la guerre que j'ai évoqué, à la survalorisation des prouesses militaires, aux animosités nationales et à toutes ces choses que les régimes tyranniques ont réussi à cultiver et à faire prospérer parmi les peuples. De sorte que le renversement des régimes tyranniques devra impérativement être prolongé, disent-ils, par un effort déterminé en direction des peuples eux-mêmes. Et cet effort en direction des peuples, parce qu'il suppose des discussions, des débats, de la démocratie, eh bien, il nous ramène à son tour vers, justement, la question démocratique. Et c'est de cette façon que les radicaux bouclent la boucle entre la question de la guerre et la question des institutions. Et vous remarquez que, de même qu'ils bouclent la question guerre-institution, ils ont aussi fait le même bouclage sur les trois thèmes que nous avons vus la fois précédente. À chaque fois, on retombe sur, que ce soit pour le progrès, la démocratie et l'économie politique, à chaque fois, on retombe sur la grande question de la révolution générale et de tournebouler, chambouler les institutions. Les propositions des radicaux, elles culminent dans l'idée de volonté générale, et ils appliquent en premier lieu cette idée aux sociétés particulières, bien entendu, mais ils l'étendent aussi à la grande société des nations. Autrement dit, ajoute Israël, Diderot et d'Holbach se projettent d'emblée dans une application universelle de la nouvelle morale séculière, celle de la citoyenneté et de l'égalité. Et Israël ajoute, seule la volonté générale des Lumières radicales enjoignait à tous les États de respecter la justice, la tranquillité et la bonne foi dans l'intérêt de chacun. Question à 500 €, quelle autorité pour faire vivre, pour appliquer ce beau programme? Eh bien, les radicaux ne sont pas restés sans voix sur ce point non plus. Ils proposent, je cite des expressions que l'on trouve sous leur plume, les uns proposent un tribunal international des puissances, d'autres proposent une cour de justice des nations, et puis même en mars 1781, un certain Antoine-Marie Cerisier propose une organisation des Nations Unies, ONU, Organisation des Nations Unies. Voilà, alors je fais une petite parenthèse, là on est en train de survoler, mais à 15 000 mètres d'altitude, un thème
qui a fait l'objet de la part des historiens d'études nombreuses, hein, c'est la question des traités de paix perpétuelle du XVIIIe. Le XVIIIe a été extrêmement productif en traités de paix perpétuelle, et là, je survole à 15 000 mètres cette affaire. Voilà, donc les positions en présence, j'ai surtout insisté, c'est très clair, sur celle des radicaux. Bien sûr, les monarchies et l'Église ne pouvaient pas ne pas faire obstacle à toutes ces belles et grandes idées. Elles n'étaient pas d'accord du tout, on peut s'en douter. De telle sorte que, même en prenant les choses par cette question de la guerre et de la paix, eh bien, une fois de plus, et c'est la 4e fois, puisque 3 fois déjà la fois dernière, et donc pour la 4e fois, on arrive à cette idée de la nécessité de la révolution générale. Voilà en ce qui concerne le thème de la guerre et de la paix. Deuxième thème que nous vous proposons, c'est donc celui des philosophies morales en présence et en conflit. Même chose, opposition et clivage sur ce sujet. Pour Diderot le radical, tous les peuples, quelle que soit la religion dont ils se réclament par ailleurs, acquiescent à l'idée de justice. Tous, dit Israël, honorent des vertus comme la bonté, l'amitié, la loyauté, la sincérité, la reconnaissance. Donc ce que veut dire Diderot en disant cela, c'est quoi exactement? C'est que ces vertus, elles sont plus générales que les révélations particulières, et que nul n'a besoin de ces dernières pour les pratiquer. La moralité est donc un système universel, purement séculier. Les Lumières radicales s'inscrivent ici, dans cette façon de poser les problèmes, dans la plus pure tradition spinoziste. C'est quelqu'un que nous n'abordons pas dans ce séminaire, mais c'est... on va finir la conférence sur 2 ou 3 remarques à ce propos. C'est un penseur évidemment particulièrement essentiel. Les Lumières radicales donc s'inscrivent dans une tradition spinoziste, dans un chemin de pensée spinoziste. Elles étaient rejointes sur ces positions par des religieux dont les noms sont aujourd'hui bien oubliés, les unitariens et les quasi-sociniens. Donc ce sont des tendances ou des sensibilités religieuses qui sont oubliées. Les religieux qui sont associés à ces tendances, c'est Price et Priestley. Dans la trace écrite, vous trouverez une référence vers les fiches Wikipédia de ces 2 personnages, hein, dont je ne parle pas plus aujourd'hui. Mais Israël nous dit que l'un et l'autre, Price et Priestley, étaient des matérialistes virtuels. Les uns et les autres mettaient tous l'accent sur l'universalité, sur la séparation avec le religieux et la primauté d'un ordre moral basé sur la raison et sur une conception avant tout séculière du bien commun, entre guillemets, contre la doctrine des églises, la tradition et la croyance. Voilà, donc, on peut dire autrement, peu importe ce que les gens croient ou ne croient pas, au-dessus de cela, il y a les préceptes de la morale universelle. Qu'en pensait Rousseau de toutes ces belles choses? Eh bien, il les a d'abord approuvées, ces idées, à une certaine époque, et ensuite il les a fermement rejetées. Je n'entends point qu'on puisse être vertueux sans religion, dit-il dans sa lettre d'Alembert de 1758. Il mettait désormais l'accent, dit Israël, sur la tradition
la pratique et le sentiment populaire de ce quoi en consiste l'autorité morale et religieuse. Voilà. Donc le désaccord entre les philosophes modernes et Rousseau, finalement, il porte sur les principes moraux, mais pas que, est en cause aussi la question de la relation entre morale et religion, et entre morale et raison, excusez-moi. Rousseau refuse de fonder la morale sur la raison, et ce que font ses adversaires. Israël révèle que pour Rousseau, c'est son cœur, ce sont ses sentiments, et non des raisonnements qui l'ont persuadé que ces gens étaient dans l'erreur. Rousseau d'ailleurs, excuse-moi. La question que je me pose quand j'entends ce que dit Rousseau, on peut être vertueux que lorsqu'on est religieux. Est-ce que dans sa vie, il n'a pas connu des gens vertueux qui n'étaient pas religieux? C'est-à-dire les contre-exemples concrets? Ben, je suppose que oui, enfin, je veux dire, j'ai envie de dire comme nous tous, quoi. Hein, mais son idéal, enfin, quand il raisonne, quand il réfléchit à la question, c'est la religion qui place. Attention quand même, parce que quand il parle de religion, par exemple dans le contrat social, il parle d'une religion naturelle. Et il ne parle pas d'une révélation particulière, catholique, je ne sais pas quoi. Donc, oui, c'est religieux dans le sens très large. Oui, tout à fait. Déiste. Si on veut. Oui, d'accord. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que ça remettrait en question des choses que je viens de dire, en fait, à la lumière de ce que dit Jean. C'est-à-dire, par exemple, oui pour la tradition. Il ne se rattache pas à une tradition religieuse. On sait très bien que la tradition, par exemple, dans les catholiques, surtout à l'époque, elle fait autorité. Bon, ça, c'est non. Ouais. Après, effectivement, il y a une religion naturelle, mais qui est aussi, d'ailleurs, liée aux sentiments, etc. Bon, ça, c'est le retournement des années 1760, mais et qui n'est pas propre à Rousseau. Hein, non, pas du tout. On voit en Allemagne... Donc ce qu'il faut conserver dans la réflexion, c'est la question de la tradition, hein, qui, elle, pour Rousseau, est plutôt une source, hein, et non pas la raison. Voilà. Mais la question que tu poses, elle est d'ordre sociologique, elle n'est pas d'ordre philosophique. C'est vrai que si je regarde autour de moi, je vais trouver des cas de figure A, B, C, D jusqu'à X, Y, Z. Donc, t'es vertueux. Voilà. Pas forcément très inspiré par mais le philosophe, lui, ne raisonne pas comme ça. Le philosophe, il prend des concepts qu'il dispose selon des niveaux. Hier, je m'exprime là devant un philosophe patenté, qu'il dispose selon des ordres hiérarchiques, si on veut. Hein. Par exemple, la raison d'abord. Là, nos radicaux, c'est la raison d'abord. Donc ça, c'est leur postulat. Et ensuite, ils font appel à d'autres concepts progressivement, les uns après les autres. Et c'est ça qui détermine la figure de leur système philosophique. Mais ils ne se soucient pas de savoir si le système auquel ils parviennent peut, pas dans un premier temps en tous les cas, peut s'appliquer, se concrétiser ou s'appliquer. C'est pas vraiment leur problème. Un peu déconnecté de la réalité. C'est pas ça non plus. Ça veut dire que eux, ils posent un idéal. Kant aurait dit un idéal régulatoire de la raison. Et après, eh bien, à l'humanité, et il pose cet idéal régulateur comme un défi. Comme un défi. Et voilà, c'est un but, c'est un défi. C'est en cela que les philosophes sont utiles, parce qu'ils révèlent des situations qui heurtent telle ou telle valeur, tel ou tel concept, telle ou telle chose, et
ils imaginent, ils proposent des systèmes qui Donc d'aller vers le système qu'il propose. des systèmes qui règlent des problèmes, si tu veux. Et ça, c'est une fonction irremplaçable. Hein. Ce que le sociologue ne pourra jamais faire. Le sociologue, lui, part de la terre, du terrain de la terre, et il peut exprimer des préférences, mais il ne propose pas de système. Donc, peut-être que je caricature le travail des sociologues en disant ça, mais le philosophe n'ose pas me contredire. Hein. Le philosophe n'a pas envie de me contredire. Hein. Voilà. Donc, a-t-il rencontré? Ben, a priori, je vais dire que oui. Je n'en sais fiche rien, mais je dirais que oui. Il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas rencontré. D'ailleurs, il a rencontré quelqu'un qu'il connaissait très très bien. C'est lui-même. Parce que la vie de Rousseau n'est pas un exemple de perfection extraordinaire, de moralité extraordinaire vis-à-vis de ses épouses et de ses enfants. Nombreux. Et abandonné. Voilà. Et abandonné. Donc voilà. Bon là, j'insiste pas, je vais pas charger Rousseau. Hein. Israël. Oui. Je suis un peu embêtée de demander ça parce que ça rabaisse le niveau. Est-ce que l'idée du bon sauvage du XVIIIe siècle, là, le bon sauvage, ça circule, le primitif qui avait toutes les qualités, est-ce que c'est pas un rapport avec ces explications? Lui, il est dans la religion naturelle. Voilà. Ouais, c'est ça. Et il se passe très bien des révélations multiples. Voilà, mais c'est une religion, c'est une religion du bon sauvage qui est innocent et qui reçoit de la nature ce qu'il pense. Et c'est une morale, c'est Et le ça. bon Dieu, on l'a au fond de sa conscience. Hein. Voilà. La profession de foi du Mais ça tourne autour de ces idées-là. Alors après, Ouais. bon, le goupillon et le reste, bon, on s'en passe assez bien. Quoi. Allez, donc on reprend là. Oui, j'ai cru comprendre. Voilà. Alors, C'est ce que Israël relève que pour Rousseau, c'est son cœur, ce sont ses sentiments, et non des raisonnements qui l'ont persuadé que ces gens étaient dans l'erreur. Hein. Voilà. C'est Israël qui dit ça. Hein. Voilà. Donc Rousseau reconnaît donc qu'il est incapable d'opposer, et à plusieurs reprises d'ailleurs il va le faire, qu'il est incapable d'opposer des arguments rationnels à Diderot, à Dolbach et aux autres, Helvétius, etc. Il dit carrément, je suis incapable d'opposer des arguments rationnels, et à la fin de sa vie, il arborera en bandoulière son rejet de la raison pure, tout simplement. J'ai évoqué il y a un instant les positions proches des Lumières radicales des unitariens et des quasi-sociniens, et j'ai cité Price et Priestley. Ce dernier, Priestley, représentait un défi pour les modérés et les traditionalistes. Il suivait Dolbach et l'assumait de suivre Dolbach dans son monisme matérialiste systématique. Et comme lui, Priestley, donc un religieux, rejetait l'idée de séparation de l'esprit et de la matière. Et, rejetant cette séparation, il rejetait également l'immortalité de l'âme. Pour autant, indique Israël, la sincérité de sa ferveur religieuse était incontestable. Mais, ajoute Israël, c'était une ferveur ancrée dans l'idée que la seule chose absolument nécessaire à l'homme pour être accepté par Dieu et par son bonheur final, c'est la vertu. Mais une vertu adossée à des principes rationnels, encore une fois, et non à de simples croyances. Priestley rejetait les doctrines basées sur la seule foi.
Son influence en Angleterre à cette époque va être immense, c'est pour ça que je dis qu'il va représenter un problème pour les Lumières, et elle se répandit aussi en Amérique. On avait donc à cette époque deux camps de sensibilité. Vous aviez d'un côté ceux, les modérés, qui croyaient à la distinction entre l'âme et le corps, la matière. Chaque domaine, l'âme et le corps étant régis par ses lois propres, par des lois propres. Et puis vous aviez ceux, les radicaux spinozistes et les traditionalistes, et les unitariens, on va dire, qui soutenaient que le corps et l'âme ne faisaient qu'un. Pour les radicaux, la religion, en exaltant la croyance ou la crédulité, elle encourage l'ignorance et décourage la science. En exaltant l'abstinence, l'ascèse, la soumission, elle fait tort à la société. Elle rabougrit la société. Au total, dit Israël, pour les radicaux, la religion fragmente la société plus qu'elle ne la consolide. Le monisme matérialiste a une autre conséquence qu'il faut aborder maintenant, c'est la suivante, c'est que l'acquisition, dans la logique du monisme matérialiste, eh bien, il faut poser, on est amené à poser que l'acquisition des idées se fait par l'intermédiaire des sens. Il en découle, dit Israël, que la sensibilité physique, et donc l'intérêt personnel, est nécessairement la source exclusive de toute motivation, de toute raison, de toute justice et de toute morale. Et donc là, on touche aussi à une racine de tous les efforts des matérialistes pour redéfinir la vertu comme quelque chose qui est personnellement et socialement utile. C'est ce qui fait dire à Dolbach, les hommes ne sont vertueux que lorsqu'ils trouveront qu'il est utile de l'être. Voilà. Et ce n'est certainement pas la foi qui leur indiquera ce qui est utile, mais la raison. La raison renforcée par l'éducation. De tous ceux qui propagent ces idées, c'est Diderot finalement qui est le plus attaqué. Il lui est reproché d'avoir redonné vie aux idées de Spinoza, l'horrible Spinoza, et de Pierre Bell. L'ouverture de Diderot et le caractère sulfureux de Diderot ne se limite pas d'ailleurs aux idées de Spinoza et de Bell. Elle s'étend à d'autres traditions culturelles et cet universalisme de Diderot, eh bien, il passe aussi par les traditions orientales, la valorisation des traditions orientales. Et ça passe particulièrement mal. Quand il prétend qu'entre les traditions orientales et les Lumières, il y a une connivence dans la pensée morale, eh bien là, les chrétiens crient au scandale. La voie philosophique japonaise, dit Israël, est décrite par Diderot comme un culte philosophique sans religion qui a absorbé ce qu'il y a de meilleur dans la tradition shintoïste et dont l'unique principe est qu'il faut pratiquer la vertu. Parce que seule la vertu peut nous rendre aussi heureux que la nature le comporte. Donc il y avait des adversaires, évidemment, à la thèse de l'acquisition de nos idées par l'intermédiaire des sens, et il y avait les Lumières écossaises comme adversaires, qui étaient également adversaires de l'acquisition des idées par les sens, mais adversaires aussi de l'athéisme, des idées matérialistes, et qui rejetaient donc avec force les accointances de la morale avec la raison, ou avec la connaissance, ou avec la philosophie, et qui mettaient en avant, au contraire, le sens moral, la faculté morale, ou la conscience. C'est-à-dire, dit Israël, un sentiment naturel qui grandit en toute personne jusqu'à un certain point de son développement.
Donc les radicaux rejettent la philosophie du sens moral parce qu'elle suppose la séparation de l'âme et du corps, mais aussi parce que, en attribuant au sens moral la capacité d'indiquer la vérité antérieurement à toute expérience sensible, eh bien, cette philosophie cherche à limiter la portée de la raison au profit de la tradition et de la théologie. Ils sont plusieurs à se fendre d'ouvrages sur cette question. J'en cite trois. De l'île de Salles dans De la philosophie de la nature en 1770, Helvétius, qui est plus connu, dans De l'homme en 1773, et Dolbach, qui est plus connu aussi, dans Système social en 1773 également. Priestley, que nous avons cité, que nous avons croisé tout à l'heure, insistait quant à lui sur les implications pratiques, politiques et sociales de la philosophie du sens moral. Il fait observer que si, comme le disent ses partisans, le sens commun se déduit essentiellement de ce que les gens du peuple croient et défendent. Adossés à la tradition et à la théologie, alors les rares personnes qui, pour scandaliser le public, choisissent d'exprimer leur désaccord avec ses convictions fondamentales et combattent publiquement les principes de base qui en résultent pourraient être déférés en justice. Ah oui, et oui. Et donc là, c'est une conséquence antilibérale qui est dérangeante, en fait. Il y a un petit côté, tout le monde doit mettre les oreilles dans le sens du vent, qui est dérangeant. Et là, en l'occurrence, c'est particulièrement dérangeant pour cet intellectuel, qui est Priestley. Un intellectuel à qui on dit de mettre les oreilles dans le sens du vent, a priori, quel que soit le sujet, il ne va pas être d'accord. Un intellectuel a envie de voler de ses propres ailes. Bon, donc ça c'est une conséquence anti-libérale ennuyeuse, on va dire, qui au minimum donne à réfléchir. Les radicaux rejettent aussi le relativisme moral de la philosophie du sens moral parce qu'elle est adossée à des traditions et à des théologies qui varient selon les latitudes et donc qui sont complètement orthogonales avec la notion d'universalisme posée par les radicaux, posée avec un rang protocolaire, entre guillemets, dans leur système, qui va avec l'idée de raison d'ailleurs, raison, universalisme, elles ont ces idées-là, un rang protocolaire très élevé dans le système des radicaux. Donc là, on se prive de tout accès à l'universel. Helvétius développe cet argument contre Montesquieu et David Hume, philosophe de l'époque aussi. Est-ce à dire que tout est à rejeter dans les religions? Ce n'est pas non plus ce que disent les radicaux. Ils ne disent pas ça non plus. Israël fait remarquer que pour Spinoza, on peut trouver la base d'une saine moralité et de la religion, entre guillemets, prise en ce sens, dans les préceptes moraux des livres de l'Ancien Testament et plus encore dans l'enseignement purement éthique du Christ. Donc Diderot et Dolbach ne vont pas jusque-là, mais enfin ils consentent à distinguer la religion qui ne s'occupe que de fantômes, disent-ils, et celle qui embrasse la vraie morale et purge les esprits des vapeurs de la prêtraille et des fausses religions. La première, dit Holbach, porte le trouble dans la société et la terreur dans les âmes, tandis que l'autre y porte la sérénité, la concorde et la paix. La bonne sorte de religion peut donc aider, mais il y a quand même mieux pour éradiquer la fausse conscience morale. Le mieux, c'est l'éducation, évidemment. Il faut donc retirer au clergé sa mainmise sur l'éducation.
Voilà ce petit parcours sur l'utilitarisme en quelque sorte. Voilà où ça nous a mené. Il faut encore que je précise une chose. Tout à l'heure, je disais que pour les radicaux, la sensibilité physique et donc l'intérêt personnel est nécessairement la source exclusive de toute motivation, de toute raison, de toute justice, de toute morale. Souvenez-vous de cette expression. C'est ainsi que Israël résume les choses. J'ai précisé aussitôt que pour les radicaux, la dite vertu doit être personnellement et socialement utile. Alors on va creuser ça un petit peu. Pour les radicaux, dit Israël, le contenu de la morale doit d'abord dépendre de l'intérêt collectif, universel, éternel des hommes. Certes, nul homme ne peut se déprendre de son propre intérêt personnel. C'est ce que nous avons posé plus haut, on a déjà vu ça. On peut être assuré que personne ne va perdre de vue cet intérêt personnel. Mais, dit Israël, pour les radicaux, la poursuite de l'intérêt personnel n'est moralement louable que là où l'individu comprend que son véritable intérêt exige qu'il soit utile et agréable aux autres, puisque la nature l'a mis en société parmi d'autres qui ont les mêmes motifs de base que lui. Dit autrement, agir moralement, c'est agir sur la base de l'équité, de l'égalité et de la réciprocité. Être utile personnellement et socialement. C'est vouloir faire progresser son propre bonheur en même temps que celui des autres. C'est une morale donc fondée sur la justice et la bienveillance. Et là, on voit à quel point le lien est fort entre les principes d'égalité et de démocratie des Lumières radicales et leur conception de la morale qui est également organisée autour des idées d'égalité et de réciprocité. D'aucuns ont pu juger que tout cela était frappé d'un optimisme excessif. Cela fait l'objet de rudes débats au XVIIIe siècle. Mais Diderot et Dolbach ont répondu à cela, à cet argument, que s'il pouvait en paraître ainsi, eh bien, la responsabilité, elle en incombait à la société elle-même. Si on dit que les hommes ne sont pas à la hauteur de ceci ou de cela, la responsabilité en incombe à la société elle-même. Pourquoi ? Eh bien, parce que la société n'a pas mis assez l'accent sur l'éducation. Elle n'a pas dépensé assez d'efforts pour rendre l'homme meilleur. Ce dernier, en effet, n'est ni bon ni mauvais par principe, enfin, par nature, il est ce que la société a fait de lui. Vous reconnaissez tout cela, hein, évidemment. Sur cette question-là aussi, l'opposition à l'Église, eh bien, elle était frontale. Puisque pour celle-ci, dit Israël, le mal est inné dans l'homme et la philosophie est impuissante à le combattre. Dolbach, au contraire, s'exclamait « Aimer pour être aimé ». Voilà le précepte simple auquel peut se réduire la morale universelle. Aimer pour être aimé. Et si les gouvernants non seulement ignorent mais piétinent ce précepte, eh bien c'est parce qu'ils ne s'intéressent nullement au bonheur de leur sujet. De sorte que nous sommes, encore une fois, c'est la 5e fois, ramenés au même constat. Qu'est-ce qu'il faut pour régler toutes ces questions? Eh bien, c'est la révolution générale. Une question. Pour moi, il faut comprendre le terme aimer pour être aimé. Parce que moi, j'aime bien la nature, j'aime bien me promener. C'est pas ça pour être aimé. Mais il y a peut-être une autre manière de le dire, hein, parce que aimer pour être aimé, hein, c'est vaste. Moi, je pense quand même que, c'est moi qui parle, hein, il faut s'aimer soi, d'abord. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Je pense que d'autres l'ont dit, hein, avant moi, mais je crois que c'est quand même important de le dire. C'est à observer. Hein.
Oui, mais avec ça, je suis d'accord, mais ce n'est pas une réponse à ma question. Oui, mais tant pis, j'y réponds quand même. Non, mais Avec ça, je suis d'accord. Oui, c'est ça que je veux dire. Non, mais c'est ambigu. C'est flou. ce Tu qu'on as peut raison de dire, dire ça. ce qu'on peut dire, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que Dolbar pense il pense aux êtres humains. Il pense aux relations entre les êtres humains. Il ne pense peut-être pas, attention, hein, je n'exclus pas que je me trompe, hein, attention. Mais la réflexion qui me vient là, c'est plutôt de dire ça, c'est-à-dire que Dolbar pense aux relations entre les êtres humains. Aimez-vous Les uns les autres. les uns les Oui, autres, oui, oui. pour être aimé. Par exemple, il n'envisage pas, il me semble que quand il dit ça, il n'envisage pas la relation entre l'homme et la nature. D'accord. Bon, revenons alors aux êtres humains. Si par exemple, j'aime bien un conférencier, parce qu'il est intelligent, il est sensible, il peut communiquer des choses intéressantes, ben, je ne le fais pas pour aimer moi-même. Mais pour aimer, j'aimerais bien comprendre ce qu'il y a derrière cette phrase. Est-ce qu'il n'y a pas, j'en sais rien, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas une notion qu'on a vue un peu plus haut là, la notion de bienveillance, De réciprocité. aimer, de réciprocité, aimer les autres, ça fait un peu machin, mais aimer être bienveillant, quoi. On voit quelqu'un, on le regarde, et voilà, c'est la bienveillance, quoi. Le fait de regarder l'autre. Et de Je le peux prendre être pour bienveillant sans aimer. Mais oui, mais c'est peut-être plus Oui, bienveillance Mais je pour pense, être, Sur le plan, ouais. pour être aussi bénéficier d'une autre bienveillance, quoi. Oui, Parce que aimer, c'est vrai c'est que un mot très fort. c'est un mot très fort. Oui, c'est pourquoi Oui, je posais la oui, oui. question. Mais la bienveillance, c'est l'œil qu'on a sur l'autre, qui n'est pas forcément... Oui, voilà. qui n'est l'empathie. mais il y a une réflexion, je veux dire, je parle des relations humaines, Oui. entre hommes et femmes, et puis, bon, pourquoi pas entre deux hommes ou deux femmes, mais souvent, moi ça m'est arrivé personnellement, j'avais un plaisir fou d'aimer, et en retour, je voulais être aimé. Bon, c'est ce qui s'est passé, j'ai vécu à 40 ans avec ma femme, malheureusement elle est partie trop tôt, mais je pense qu'il doit y avoir de cela, cette relation entre les gens, le plaisir d'aimer. Après, on a le retour ou on ne le retourne pas, mais on essaye d'avoir un retour quand même. Bien sûr. Oui, mais on dit aussi que l'amour, ça suffit à lui-même. De l'autre côté, on peut bien aimer. Sans Déjà, retour. on regarde c'est vrai, retour, ouais. mais on peut bien aimer, mais ne pas être aimé. Je pense que c'est... Tu vois, ta remarque, Rico, je vais la rapprocher de celle de Helmut, parce que j'ai le sentiment qu'on peut là aussi dire que Dolbar se situe dans le cadre des relations entre les êtres humains avec comme visée le politique. Et ça paraît assez normal parce que tous ces philosophes radicaux du XVIIIe, leur préoccupation claire, nette, c'est la révolution ou c'est le changement. Peut-être pas toujours si clairement que ça la révolution, quoique je le pense, hein, je le pense quand même. Je pense que dans les 20 dernières années, le thème de la révolution, il est extrêmement présent. Hein, mais bon, admettons que, laissons ça de côté, hein, mais je prends juste, j'atténue révolution, je dis changement. Hein, bien. Donc la visée, c'est le changement. Et là, je vais faire un emprunt à un vocabulaire moderne, contemporain, de nos jours actuels. Il y a quelque part une préoccupation de bloc populaire. Hein. Bon, et c'est comme ça aussi qu'on peut le comprendre, cette expression, aimer pour être aimé. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que si on veut que les choses changent, eh bien, il faut qu'on se réunisse,
qu'on se coalise, et dans le aimer pour être aimé, il doit y avoir quelque chose comme ça. Mais je crois qu'on parle de ce plan social, la relation sociale. Excuse-moi. Je ne sais pas ce qu'en pense Jean. Il y a quelque chose qui pourrait paraître tout aussi étonnant que le mot amour, c'est le mot fraternité, mais il figure dans la devise de la République. Bon. Et oui, parce que fraternité, bon, c'est plus que bienveillance ou. C'est plus fort. Oui, c'est-à-dire, c'est aussi un soutien mutuel. C'est ça. C'est l'ambiguïté, parce qu'on est dans le social, c'est ça que je veux oui, dire. On est dans le social. On est dans le social. Voilà. Je voulais juste dire une chose, si tu veux bien. Parce que c'est vrai que c'est aimer pour être aimé, ça fait un peu slogan quand même. Hein. Il y a la relation sociale qui existe, mais le sujet, la personne qu'on a devant nous, hein, elle a son enfant, je reviens à ça, hein, et on dira aussi, un être qui n'a pas été aimé, un enfant qui n'a pas été aimé, c'est terrible en classe. Hein. Les enseignants connaissent ça, etc. Alors ça commence d'abord par la personne, l'individu, et l'être social derrière. Et l'être social peut être dérangé, sans le savoir, par son histoire. Nous l'avons évoqué lors de l'entretien psychanalyse hégémonique. Oui. Excusez-moi, mais la deuxième partie, aimer pour être aimé, la deuxième partie pour être aimé, me gêne particulièrement. Même dans les relations sociales. Voilà. Comme si on attend un retour. C'est des psychologues d'entreprise qui disent ça. Oui. Non, mais là, nous avons une résistance à la pensée de Dolbar. C'est très clair. Il y a quelque chose. Il y a une Finalement, il y a résistance. un côté égoïste. Mais c'est Oui. En effet. Moi je trouve, est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction Que lorsque j'ai un retour. Il n'y aurait pas une contradiction entre aimer et intérêt? Eh bien oui, il y a aussi l'utilitarisme. Ça transpire d'utilitarisme. On va le dire comme ça. Aimer pour être aimé, c'est aussi deux termes d'égalité. C'est-à-dire que l'autre est vu comme l'écho de soi. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais il y a quand même le pour qui sent l'utilitarisme. Oui, voilà. Mais- Je le sens bien. Oui. Bon, t'as évoqué Spinoza. Oui. Précisément, Spinoza, c'est quelqu'un qui vous dit, bon, ce qu'on cherche, c'est notre utile propre. C'est Mais ça. notre utile propre, donc effectivement d'un sens personnel, on ne l'aura pas s'il n'y a pas une coopération. C'est l'homme de la coopération, Spinoza. Et donc, on attend effectivement une réciprocité. Pourquoi? Parce que on est des êtres agissants, hein, des puissances d'agir, il dit, et ces puissances d'agir, elles se démultiplient mutuellement. Bon. Et c'est ça qu'on attend de la coopération sociale. Et c'est cette espèce de démultiplication mutuelle que on peut facilement interpréter, que d'ailleurs, dans certaines formules, il interprète comme l'amour du prochain, le véritable, bon, et qu'on peut interpréter ensuite comme fraternité. Mais intéressé ou désintéressé? Mais justement, C'est réciproque. pour lui, il n'y a pas d'opposition. C'est là qu'il est intéressant, en fait, un des points sur lesquels... Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est une réciprocité qui après fait société. Bah oui. C'est ça. Il veut dire quelque chose. Parce qu'on peut- non, c'est juste si on a fini sur ce sujet, parce que... Non, vas-y. Non. Vas-y. Non, mais je voudrais changer un petit peu. Ah bon? Glisser un petit peu on sort d'une conférence sur l'hospitalité chrétienne. Ouais. Et donc... Je t'aime moi non plus, derrière, c'est ça? la question de la philosophie morale, quoi, hein, comment ça fonctionne, comment ça a fonctionné. Et historiquement, ce que nous a écrit cet après-midi était assez intéressant, parce qu'il y a une rupture que Foucault situe au XVIe siècle. Je ne sais pas s'il y a un lien avec... les philosophes vont peut-être en répondre. Non, vas-y, parce que Foucault est un bon lecteur de tout ça. Jusqu'au XVe siècle, l'hospitalité chrétienne est fondée sur la charité et fonctionne très bien.
avec le cœur, avec la religion, et tout ça, ça fonctionne bien. Et puis il y a une rupture qui apparaît, que la conférencière située au XVe siècle, et qui concerne le fait que le pauvre et le pèlerin qui était accueilli jusque-là comme quelque chose, quelqu'un qui pouvait être de l'ordre du divin, va devenir quelqu'un qui peut devenir menaçant pour l'enrichissement personnel. Parce que, et là je voudrais qu'on fasse le lien, vous m'aidiez à faire le lien, et il y a une rupture qui apparaît là et qui fait que la morale chrétienne se casse la figure, j'ai envie de dire, par rapport à l'hospitalité. Et ça m'interpelle, est-ce que c'est en continuité, est-ce qu'on peut faire une continuité avec ce qu'on vient de dire? Alors, pourquoi le pèlerin devient dangereux? Le pauvre devient dangereux parce qu'il gêne l'enrichissement du bourgeois qui est en train de... L'hégémonie bourgeoise est en train de se construire là. Voilà. Je vais dire parce qu'il y a des foules de types sans emploi. C'est ça. C'est l'époque où les paysans sont souvent chassés de leurs terres. Il y a donc des hordes de types sans emploi qui crèvent la faim et il faut bien les maîtriser. Bon, c'est ça. Il va les enfermer. Justement. Ou les mettre au boulot. Oui, ou les mettre au boulot de force. De force. Bon. Parce qu'ils veulent pas. Oui. Bon, ils veulent pas. Mais justement, puisqu'on parlait de Spinoza, il y a un point qui est très intéressant dans Spinoza, qu'on n'a pas assez relevé, c'est que c'est un des premiers à dire, précisément, maintenant, c'est plus l'Église qui doit, avec la charité, qui doit s'occuper du pauvre. C'est l'État. Oui. Et c'est un des premiers, en somme, à donner une sorte de version archéologique de l'État social. C'est ça. C'est le regard de l'époque. D'ailleurs, je crois qu'on peut faire... Regard, non. Ricard, oui. Je crois qu'on peut faire un rapprochement assez évident avec la description du premier âge du capitalisme que Alain Beer nous a proposé. On en a parlé en décembre, 2 conférences de décembre. Donc, Jean Amblin vient de l'évoquer. Le 15e, c'est l'époque où commence la prolétarisation des paysans. Et en Angleterre, ça se traduit par la remise en cause des lois sur les pauvres. Oui, d'autant que, il y a une urbanisation qui s'accompagne, les villes. Plus l'urbanisation. Alors, on les voit, ces gens. Voilà. Et ils sont pas fréquentables et ils présentent un danger. Et en Angleterre, donc, la remise en cause de la loi sur les pauvres, qui est durcie. Et souvenez-vous de ce que disait Vauban, je crois, quand il disait je me suis promené dans la France et on l'a cité, hein. Vous avez la citation sur la trace écrite de décembre. Et il dit la France est remplie de gens qui n'ont pas envie de travailler. Et il dit il va falloir qu'on fasse preuve d'imagination, ces espèces de gueux pour foutre au boulot. Moi, là, je caricature ces propos. Il y avait des chasseurs de gueux, j'ai appris. Il y avait des chasseurs de gueux. Ah, mais ça, cette formule, je ne la connaissais pas, mais j'aimerais connaître la source de cette formule. J'aimerais savoir d'où ça vient. J'ai appris ça cet après-midi. Voilà, chasseurs de gueux. Mais, donc, ça, nous sommes... Ce changement de... Et puis, par rapport à le rôle de l'État, qui est nouveau, eh bien, nous sommes confrontés à ce changement qui est dû à l'érection progressive du capitalisme. La mi-15e, c'est à partir de ce moment-là que le capitalisme commence à devenir perceptible, avec beaucoup d'inégalités. C'est surtout les zones urbaines, hein, mais c'est quand même visible dans les zones rurales, puisque le rural a été ponctionné de tous les gueux, les machins, les trucs, et ils sont dans les zones urbaines, prolétarisés.
Voilà, c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Ah ouais. C'est bien. Pour clore le débat. Je viens de rajouter que ce phénomène de gueux en Europe, on l'a retrouvé à l'abolition de l'esclavage. Les esclaves qui ne voulaient pas travailler pour le Ouais, maître, on leur courait après, on les traitait de bossales, parce qu'ils ne travaillaient pas, donc ils étaient forcés de retourner travailler pour le maître. Bien sûr. Les marrons. Mais il y avait les marrons, mais en dehors des marrons, il y a des esclaves qui étaient sur les habitations, ou dans les champs, et qui ont refusé de travailler à l'abolition de l'esclavage. On les courait après. D'accord. Encore des chasseurs de prix. D'accord. J'aurais un petit point. Oui. Est-ce que l'origine de ces gueux, à cette époque, est-ce que c'était l'Église ou bien les capitalistes de l'époque? Non, c'est les capitales, enfin les bourgeois. C'est d'abord le fait d'expulser des terres. Voilà, c'est ça. Parce que bon, si vous lisez le fameux chapitre du Capital de Marx sur l'accumulation primitive, je trouve que là, il le montre très bien. Le capital va se développer précisément parce qu'il y a des types qui n'ont rien sinon leurs bras. Voilà. Oui, mais ça c'était après. Mais dans le 15e et 16e. C'est les fous qui sont C'est l'origine. Il y avait un phénomène, il y avait le cerf qui travaillait pour le seigneur, il arrivait à être nourri, et le moment où le cerf, il y avait, disons, une abolition du servage, il y avait de plus en plus de pauvres, parce qu'ils ne pouvaient pas se nourrir. Et le seigneur, le problème, c'est qu'il fallait loger et nourrir, et profiter de l'exploitation agricole, etc. Alors, donc il y avait ce phénomène, cette transformation de la société. Il faut dire aussi que là, j'ai surtout évoqué les bourgeois, mais il faut aussi préciser que fin 14e, enfin l'articulation du 14e et du 15e, la féodalité connaît un très mauvais moment historique. Elle est affaiblie et elle se débarrasse de ses serfs, etc., etc. Et donc, ça aussi, ça alimente la prolétarisation. Enfin, il y a une formule, hein, je t'aime, moi non plus. Donc j'en viens au 6e, enfin le 3e pour aujourd'hui. J'en viens à la 6e partie, si je prends les deux conférences ensemble. La 3e pour aujourd'hui, c'est le bilan de l'opposition entre Spinoza, qui lui est déjà mort, bien sûr, et Voltaire. Spinoza, ses dates 1632-1677. Si je prends la période probablement d'activité de Spinoza, c'est le 3e quart du 17e. 3e quart du 17e. Pour faire vite, Voltaire, non. Voltaire, c'est plutôt le 2e et le 3e quart du 18e. Bien. Donc, ces deux-là, ils dialoguent avec des intermédiaires, par intermédiaire. Les trois grands intermédiaires, ce sont Diderot, 1713-1784, Helvétius, 1715-1771, et Dolbar, encore lui, 1723-1789. Et d'autres encore, bien entendu. Je n'en cite que trois. Ce sont ces trois-là qui ont le plus contribué à populariser, à faire connaître les thèses de Spinoza au XVIIIe siècle. Les penseurs radicaux mettaient en avant trois grandes idées. L'unité du genre humain, l'égalité morale entre tous les hommes et le caractère universel de la condition humaine. Donc ils refusaient toute hiérarchie entre les peuples et entre eux et au sein des peuples, entre les hommes. Ils étaient donc en désaccord complet avec Voltaire, qui, lui, à l'inverse, distinguait au sein de l'humanité une catégorie particulière dont le génie l'a destiné à éclairer le reste de l'humanité.
les thèses premières ou thèses racines, si vous voulez, des radicaux, avaient une autre conséquence. Elles impliquaient une entière liberté de pensée, d'expression et de la presse sur une base égale pour tous. Et là, bien sûr, on en était bien loin, et la propagation des idées nouvelles passait souvent, très souvent, par beaucoup d'ingéniosité et de prise de risque, évidemment. Ces choses-là, nous les connaissons, on les a apprises, même au lycée. Elles supposaient aussi un système, les idées des spinozistes, des radicaux, elles supposaient un système d'instruction générale pour éclairer tous et chacun, mais à cet égard aussi, le tableau était calamiteux, puisque l'éducation était aux mains de l'Église. Quiconque veut savoir quelque chose, affirme Dolbach, est obligé de s'éduquer lui-même. Lui et ses acolytes des Lumières radicales ne cesseront de plaider pour que cet effort d'éducation, qui est complexe, qui est difficile, qui est exposé à l'erreur, évidemment, ait un caractère collectif. C'est tout le sens de l'encyclopédie. Les 50 ou 55 ou 60 volumes de l'encyclopédie, ils en appelaient aussi au débat et à la controverse. Et là, chacun conviendra que le compte n'y était pas non plus et que les radicaux, les Lumières radicales ont donné de leur personne. La révolution des esprits qui est intervenue au cours de ces fameuses années que nous étudions, 1770, la décennie 1770 et 1780, eh bien, elle leur doit beaucoup, évidemment. Israël indique que l'ampleur immense de la portée profonde de cette révolution des esprits, qui a précédé la révolution en actes, était déjà évidente pour tous les lecteurs philosophes au début des années 1770, dans le sillage des œuvres principales de Holbach et de l'histoire philosophique des deux Indes. L'histoire philosophique des deux Indes qui, je rappelle, a été publiée en 1770 précisément, et qui, à partir du moment où elle a été publiée, a connu un nombre extraordinaire d'éditions. C'est un des ouvrages les plus lus de tout le XVIIIe siècle. Pour se faire une idée de l'état de trouble, de perplexité et bien souvent de consternation produit sur l'opinion européenne de tout ce remue-ménage, eh bien, il n'est que de voir la réaction du vieux Voltaire, qui est obligé à plus de 75 ans de ferrailler de plus belle encore avec Diderot et Dolbach, pour contrer le sacré spinozisme, l'athéisme et le matérialisme. Mais Israël note que dans son dernier grand combat philosophique, Voltaire adopte significativement une position de repli. Alors, en effet, il admet maintenant, vers la fin, ce qu'il n'a jamais fait, il admet, après des décennies et des décennies où il a dit l'inverse, que la puissance divine puisse avoir son lieu dans la nature elle-même, que les hommes sont entièrement soumis aux lois inaltérables et éternelles de la nature. On retrouve là des propos spinozistes, c'est extraordinaire, hein, quand Spinoza dit Dieu, c'est-à-dire la nature, carrément. C'est frappant de voir Voltaire qui en arrive à évoquer quelque chose de ce genre. Mais quand même, sur la création et sur la fixité des espèces, Voltaire maintient son cap. Il y a dans le grand tout une grande intelligence, on dirait aujourd'hui un grand dessein, un grand ordonnateur. Et d'ailleurs, dit Voltaire dans ses derniers écrits, il invoque Spinoza. Il dit, Spinoza lui-même ne reconnaît-il pas dans la nature une puissance à la fois nécessaire et intelligente. Et il assène cet argument en croyant
déstabiliser les radicaux, mais qui vont lui répondre. Bah, si Dieu avait réellement créé le cosmos, ce n'est pas seulement l'ordre de l'univers qui serait le résultat de la providence divine, mais aussi tout son désordre. Je trouve cet argument absolument fort. C'est un argument fort. C'est logique. Hein. Ah, c'est juste. Juste une petite question. Quand on dit que l'éducation était dans les mains de l'Église, est-ce que c'était valable aussi dans les universités qui existaient déjà? Eh bien oui. Oui, oui, oui. Dirigé par Ah oui, 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 oui. Bien que je ne sois pas spécialiste du système éducatif de l'époque, hein, mais oui, tout était... bien sûr. Napoléon, quand il a créé l'université impériale, eh ben, il a fallu qu'il arrache les choses. Et oui, parce que c'est rigolo, on va le voir une autre fois, ça. On va y revenir une autre fois. Il ne l'a pas fait pour le primaire. Pour le primaire, il se repose sur les frères des écoles chrétiennes. Ils sont formidables, très compétents. Il dit, on en reparlera hein, la prochaine fois. À lire et à écrire. On en parlera la prochaine fois. Il s'exprime devant le Conseil d'État. Il leur dit arrêtez de nous emmerder avec les frères des écoles chrétiennes. Ils sont bien utiles. Là, je caricature évidemment. Je rabaisse le débat. Mais pour l'université, non, parce que l'université, c'est la bourgeoisie, c'est les cadres. Donc là, c'est du sérieux et il faut s'en occuper. Donc, on y reviendra là-dessus. Bon, donc, vous avez vu la réponse que font les radicaux. Et donc, ça, c'était la dernière carte de Voltaire et elle va faire long feu. L'idée que la nature se crée elle-même, qui poussait vers des tendances évolutionnistes en biologie, elle commençait à rallier des savants à l'époque. Alors, parmi ces savants, il y en a peut-être dont vous avez oublié le nom, par exemple Maillet, 1656-1738, mais il y a Buffon, 1707-1788, ils affirment que la géologie de la planète s'étend sur des millions d'années et que les Pyrénées et les Alpes ont été créées par la mer. Lagrange, qui a été l'assistant de Dolbach, il épouse lui aussi le transformisme, puisque c'est de cela dont il s'agit, et l'évolutionnisme. Voltaire se moque de tous ceux qui voudraient nous faire croire que toutes les créatures vivantes ont un jour vécu dans la mer et que les hommes étaient originairement des marsouins dont la queue fourchie se changea en cuisse et en jambe dans la suite des temps. Voilà. Donc, cette polémique va se traduire par une défaite cuisante, un désastre pour Voltaire. Dans une lettre au comte de Schomberg, datée du 5 octobre 1770, il déplore que le système de la nature tourne tant de tête à Paris. Le 10 octobre, soit 5 jours plus tard, il dit à Grimm « Ce maudit système de la nature a fait un mal irréparable. » Et le 11, le lendemain, il dit à Condorcet « La nouvelle philosophie amènera une révolution horrible si on ne la prévient pas. » Voilà. Je vous fais remarquer que les lettres que Hugues vient de citer sont de 1770. Elles sont donc du tout début de la période que nous étudions. Elles ne sont pas de la fin, elles sont du début. Donc dès 1770, le renversement d'hégémonie est effectué. Les historiens, c'est ce qu'ils conviennent, hein. C'est ce qui est convenu. Les historiens pensent que 1770, c'est un tournant. C'est la fameuse histoire philosophique des deux Indes qui est considérée par eux comme le tournant. Alors, il ne faudrait pas en déduire quand même trop vite que Voltaire était contre tout changement. Israël précise cela très bien. Le combat de toute une vie que Voltaire a mené dans les couches supérieures de la société pour faire progresser la tolérance
et discréditer l'Église était en réalité une tentative de changer le monde en faisant alliance avec la noblesse et avec les cours européennes. Il ne fallait qu'affaiblir les pouvoirs ecclésiastiques et la théologie et laisser intacte la foi du peuple ordinaire. Voilà. Il y a une formule de Voltaire, sur la prêtraille, c'est « écrasons l'infâme ». Voilà, c'est la grande formule de Voltaire, « écrasons l'infâme ». Je ne sais pas d'où elle vient, de quel ouvrage particulier elle vient, mais elle est extrêmement célèbre. Il y a même un livre qui a été écrit avec ce titre, qui a repris cette formule comme titre. Donc, cette remarque d'Israël, elle fait écho, elle résonne avec des propos que Alain Beer, que nous avons étudié en décembre, tient aussi, quand il dit que pour une grande part, le débat public dont nous sommes en train de parler, eh bien, ce débat oppose les puissants, les possédants, les puissants, aux gueux, tout simplement, hein, et qui s'arrangent entre eux. Voltaire, son problème, c'était la hiérarchie catholique, l'Église, et la religion, mais ce n'était pas, évidemment, la noblesse, les princes, ceci, cela, etc. Il était plutôt, c'était un modéré, évidemment. Ni même la bourgeoisie n'était pas un problème pour lui. La révolution des esprits que Diderot et les autres cherchaient à opérer, par contre, elle était d'une toute autre ampleur. Elle visait une réévaluation universelle de toutes les valeurs. Voltaire, lui, de cela, il n'en voulait à aucun prix. Pour lui, la populace a besoin du plus grand frein, lequel, dit Israël, ne peut venir que de la religion traditionnelle. Et raison pour laquelle la dite populace ne peut ni ne doit être éclairée. Voilà. Alors, on a déjà vu tout à l'heure ce que Voltaire pense de cette question de l'éducation. Voilà, donc désaccord total et complet en ce qui concerne les thèses de l'un et de l'autre. La conclusion maintenant de ce propos d'aujourd'hui: vers le milieu des années 1770, le conflit entre les deux courants des Lumières est irréparable, évident. Les modérés ont perdu le combat, je l'évoquais il y a un instant, et les radicaux ont pris le dessus. Ces derniers, estime Israël, ont diffusé une forme de conscience révolutionnaire entièrement neuve. Valons pour la France, mais aussi pour l'Europe, et même pour le monde entier. Aux yeux des radicaux, donc le besoin d'une révolution générale, formule que j'ai prononcée X fois, eh bien ce besoin d'une révolution générale, il est général. Il multiplie les publications clandestines à un point tel qu'ils réussissent à rendre la société plus éclairée. Et ça, c'est peut-être une réflexion qu'il ne faut pas perdre de vue pour nous aujourd'hui. Il faut vraiment prendre la juste mesure de ce phénomène éditorial tout à fait exceptionnel, et en particulier du taux très élevé de pénétration dans le public de la littérature radicale, y compris au sein comment dire, des mentalités, mais même chez les nobles, hein, au sein de la noblesse. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont permis, par exemple, que sorte l'encyclopédie. Hein. L'encyclopédie, il y a quand même 50 ou 55 volumes qui sont parus. Et le directeur des bibliothèques, c'était un dénommé Malzerbe, qui est allé voir ailleurs hein, quand il s'agissait de... le directeur des bibliothèques du roi, il a approuvé la publication d'une bonne cinquantaine de volumes de l'encyclopédie. C'est quoi ce traître hein? Il n'est pas allé voir ailleurs, ils étaient cachés chez lui. Ils étaient cachés chez lui. Eh oui, non mais... Et il faut le dire ça. Bon,
pire, si vous regardez le portrait de Madame de Pompadour, bon, la maîtresse du roi, etc., à côté d'elle, il y a les volumes de l'encyclopédie. Non, c'est incroyable. Non, ça veut simplement dire effectivement que dans la noblesse et dans les plus hautes sphères, beaucoup se rendaient bien compte qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas durer. Bien sûr. Bon. Et il y en a une autre preuve, c'est le triomphe absolument éclatant du mariage de Figaro en 1784. D'accord. Parce que la pièce de Beaumarchais, elle a été acclamée par la noblesse. Ouais. Et Dieu sait que la noblesse en prend plein les ratiches dans le mariage de Figaro. Bien sûr. Ça veut dire que la noblesse elle-même, en quelque sorte, acceptait un certain nombre de thèmes. Hein, et ça se verra au moment de la Révolution. Hein. Ah ben, ça se verra, bon, pour la déclaration des droits de l'homme, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, pardon, est-ce qu'on peut pas dire que la noblesse, c'était les gens les plus éclairés de l'époque, entre guillemets? Oui. Il y avait effectivement. Il y avait. Il y en avait. Bon, on sait très bien que l'abolition des droits féodaux, c'est deux des grands principaux nobles. Parmi les plus riches, il faut dire, ils s'en foutaient. Les droits féodaux, c'était la paille de leur cheval. Hein. C'est eux qui l'ont proposé. C'est eux qui l'ont proposé. En pleine nuit. En pleine nuit, oui. Ils proposent ça eux-mêmes. Mais il y avait aussi des clubs de débat, d'échanges. Des salons, des clubs. C'est-à-dire, ils se prenaient pour l'élite intellectuelle et tout, puis en même temps, il y avait des avancées dans la réflexion de chacun. Il y avait des femmes nobles assez nombreuses qui animaient des clubs et des salons. Ouais. C'était pas les gueux. C'était pas les gueux. C'est pas possible. Ah non. Peut-être des femmes de bourgeois aussi. Il y a un moment où on voit une sorte de jonction au début de la Révolution, quand par exemple Camille Desmoulins lit le contrat social dans le jardin du Palais Royal à Paris. Il y a des gravures qui le représentent. D'accord. Alors, donc, voilà le tableau. Un taux de pénétration très élevé dans la population, y compris donc dans la noblesse. Et donc, les mentalités étaient transformées. Elles étaient préparées à la révolution en acte. La révolution des esprits était faite. En vérité, dit Israël, si l'on ne se réfère pas aux lumières radicales, rien dans la Révolution française n'a le moindre sens, rien ne peut recevoir le plus petit commencement d'explication. Et là, il faut dire une chose qui n'est pas assez souvent dite à nos yeux, c'est la réticence à envisager les Lumières comme un phénomène biface, clivé, modéré, radical, et qui va jusqu'à rabattre évidemment les Lumières sur l'aspect modéré, évidemment. Hein. Quand on nous parle des Lumières, c'est Voltaire, hein. C'est pas les autres. Donc le silence sur les Lumières radicales, qui s'est traduit historiquement très récemment encore, par exemple dans un ouvrage de François Furet, intitulé « La Révolution 1770-1780 », paru en 1988, et qui ne cite, écoutez bien, Furet, qui ne cite ni Diderot, ni Dolbach, ne sont pas non plus cités pour leurs publications antérieures à la Révolution des révolutionnaires, des acteurs de la Révolution, Brissot, Mirabeau, Volney, Maréchal, Cloutz, Condorcet, Tom Paine, Weishaupt, Georges Forster. Certains d'entre eux sont beaucoup moins connus, mais ce sont tous des acteurs de la Révolution et qui ont publié avant la Révolution. Furet concède, dit Israël, que les Lumières ont présidé à un formidable remaniement des idées et des valeurs, mais il prétend que les Lumières ont accompli tout cela sans le savoir, et ce qui, dit Israël, est parfaitement absurde. Et de toute façon, c'est contredit par l'étude des débats de la Révolution.
ce n'est pas vrai pour la France, mais ce n'est pas vrai non plus ce que dit Furet pour les autres pays d'Europe. Israël indique que cette idée que la philosophie est en train d'opérer une révolution des esprits, on en trouve clairement un écho en 1789 dans les cahiers de doléances. De nombreux cahiers du clergé témoignent de ce sentiment qu'une révolution des esprits est déjà fortement engagée, que les ouvrages impies et scandaleux sont légion. Il faudrait endiguer la disparition de tous les principes religieux, moraux et civils que cela engendre. Voilà, et pour terminer, donc encore une remarque sur Spinoza et Bell, qui sont vraiment des personnages tout à fait essentiels dans cette affaire, qui sont la source ultime des Lumières radicales. C'est Spinoza, la source ultime, relayée génialement par Pierre Bell, bien sûr. Cela leur confère, dit Israël, une importance qui est sans commune mesure avec celle de tout autre écrivain de l'époque. Ce fait est lui aussi nié par des écrivains contemporains, mais il n'est que de se plonger dans les controverses de l'époque pour voir que Spinoza et ou Bell, et eux seuls, sont systématiquement accusés d'être à l'origine de la révolution des esprits du XVIIIe siècle. C'est à 90%, ce sont ces deux individus que l'on vise. Ajoutons que Spinoza a été la cible donc au XVIIIe, mais qu'il a continué d'exercer une très grande influence tout au long du XIXe siècle également. C'est le philosophe à qui nous devons les Lumières radicales. On a parlé de l'importance de l'encyclopédie, mais il fallait savoir lire. La question que je me pose, quel était le pourcentage de 26 millions qui existaient en 1770 qui savaient lire? Très peu. Ah oui. Très peu. Sûrement moins de la moitié ou moins d'un 10%. Je dis 10%, en dessus. 10%. Au maximum. Ouais. Au maximum, je dirais 5. Donc ça veut dire que... 2,6 millions quand même. Que là, ça veut dire que oui. Les cahiers de doléances, ils ont été aussi... ceux qui vont être à l'Assemblée, ce sont des gens qui sont déjà, qui savent, qui sont avocats. C'est ça. Mais c'est la bourgeoisie, c'est la bourgeoisie. Et c'est ce que tu disais, les clubs, pas les clubs du début, de la Révolution, mais avant, il y avait ça aussi, à ce moment-là, des diffusions d'idées qui étaient écrites, mais qui aussi orales. Et les gens, il y avait les colporteurs. Et il y avait les colporteurs. Ouais. Très important, les colporteurs. Et il y avait le lien des clubs avec la musique, l'opéra, la musique classique et les débats philosophiques. Parce que ça faisait partie de... Disons, il se prenait, il était, mais c'était une élite. Donc il fallait, devant toute l'Assemblée, sortir de montrer qu'on était les meilleurs, les plus intelligents. Philosophique et peut-être même sociologique. Oui, sociologique. Il y a encore une prise de parole, il y a encore une prise de parole. Pardon. Je voulais savoir si quelqu'un était en mesure de répondre à la question suivante. Quelle est l'image de Spinoza ailleurs qu'en France, dans les Lumières allemandes ou en Angleterre? Est-ce que l'image de Spinoza est la même? Est-ce qu'elle a la même importance? Alors là, moi, j'amorce une réponse, mais Jean Roblin, sans doute, il est bien plus calé que moi là-dessus. Mais je précise que Israël, dont nous utilisons les travaux, là, le premier tome de son Histoire de la Révolution, c'est justement les Lumières radicales et Spinoza. Et dans cet ouvrage, il explique bien que Spinoza a un impact européen. Mais je n'en sais pas plus, moi. Non, mais bon, c'est vrai qu'il a un impact européen, mais c'est quand même pas le même. Bon, les Lumières allemandes ont été tout de même
malgré la présence d'un certain nombre de leaders français en Allemagne, hein, la Netterie, etc., les Lumières allemandes ont été, dans l'ensemble, beaucoup plus modérées. Alors, il y a une influence de Spinoza sur Lessing, sur des gens comme ça, qui est indéniable. Bon. Mais les leaders, si vous voulez, les grandes figures des Lumières allemandes sont anti-spinozistes. Ouais. Bon, les deux, c'est Moïse Mendelssohn, qui était à la fois un rabbin, mais une figure de proue des Lumières. Bon, pour nous, Français, c'est peut-être un peu dur de se dire, vous voyez, qu'un homme de religion, mais là-bas, si. Hein. Et puis, l'autre, c'est Kant lui-même, qui, de toute façon, lui, est tout à fait étranger au spinozisme. Donc, et les Lumières allemandes dans l'ensemble, elles étaient beaucoup plus modérées politiquement que les Lumières françaises. Bon. Par exemple, si vous prenez le mot république chez Kant, ça veut dire en gros un État gouverné par des lois. C'est pas un régime républicain. C'est ça. On peut donner un exemple. Voilà. Donc, c'est là où il y a des lois qui contrôlent. Cette dernière remarque, c'était pour dire, pour insister sur le fait que Spinoza est quelqu'un d'extrêmement important dans l'histoire de la philosophie. Et qu'il faut vraiment considérer comme tel. C'est une source. André Tozzel a fait sa thèse sur Spinoza. Et André Tozzel a fait sa thèse sur Spinoza. Et il n'a cessé de travailler sur Spinoza, d'ailleurs, hein, tout au long de sa carrière. Voilà. Et toi, tu perpétue la tradition. Oh ben, non, vraiment, je ne dirais pas ça, parce que là, ce que je dis de Spinoza, c'est complètement lacunaire. Hein. Mais tu as dit c'est très important. Ah oui. Quand on fait une thèse, en général, voilà. Alors, une information importante. La semaine prochaine, nous devions avoir une conférence. Donc, sur le thème la formation de l'idéologie bourgeoise après la Révolution par l'école. Eh bien, cette conférence, elle est reportée au mercredi 15 février. 15 février. Ok ? Très bien. Nous sommes désolés de ce contretemps qui est dû à l'indisponibilité des deux citoyens que vous avez. Et du caméraman. Et du caméraman.